Perdre son conjoint est l'une des épreuves les plus douloureuses qu'une personne puisse traverser. Ce n'est pas seulement le poids immense du chagrin, c'est aussi la multitude de décisions qui, soudainement, reposent sur vos épaules. Dans ces moments-là, il est facile de faire des choix dictés par la peine, la solitude ou la pression de l'entourage. Mais certaines décisions prises trop tôt peuvent entraîner des regrets, des difficultés financières ou encore des retours en arrière émotionnels qui rendent le processus de guérison encore plus difficile. La vérité, c'est que même si le deuil est une expérience intime, il y a certaines choses auxquelles vous devriez toujours réfléchir à 2 fois avant de dire oui. Dans cette vidéo, nous allons aborder 5 erreurs que vous devriez éviter après la perte d'un conjoint. Ce sont des pièges dans lesquels de nombreuses personnes tombent sans le savoir, pour se rendre compte, parfois trop tard, qu'elles n'étaient pas prêtes. Ces erreurs peuvent compliquer encore davantage une période déjà très difficile. Mais en les connaissant à l'avance, vous pouvez protéger votre bien-être émotionnel, financier et physique. Restez bien jusqu'à la fin, car ces conseils ne sont pas seulement là pour vous aider à éviter des erreurs. Ils sont là pour vous permettre d'aborder cette nouvelle étape de votre vie avec plus de clarté, de dignité et de soutien. Commençons tout de suite. Erreur numéro 1. Prendre de grandes décisions financières trop rapidement. L'une des erreurs les plus fréquentes après la perte d'un conjoint, c'est de se précipiter dans des décisions financières importantes. C'est compréhensible. Tout à coup, vous vous retrouvez seul face à des comptes bancaires, des assurances, des placements, et peut-être même la question de vendre ou non votre maison. Dans le tourbillon du deuil, agir rapidement peut donner l'illusion d'avoir du contrôle ou de retrouver un peu de stabilité. Mais la vérité, c'est que le chagrin brouille notre jugement. Prendre des décisions irréversibles dans un moment aussi fragile peut conduire à de profonds regrets plus tard. Ce qui semble logique sur le moment ne l'est pas toujours sur le long terme. Beaucoup de veuves et de veufs ressentent une pression, parfois venant de proches bien intentionnés, d'un conseiller financier ou même d'eux-mêmes, pour vendre leur maison, déménager ou investir une somme importante. Pourtant, les mois qui suivent un tel deuil devraient être un temps d'ajustement émotionnel, pas de prise de risque financier. Le meilleur réflexe à avoir, c'est de mettre ces décisions en pause. Prenons le cas de Marguerite, 74 ans. Après le décès de son mari, plusieurs personnes de son entourage lui ont conseillé de vendre rapidement la maison dans laquelle elle avait vécu pendant 40 ans. Cela semblait logique. Moins d'entretien, moins de frais, un nouveau départ. En quelques mois, elle a vendu sa maison et s'est installée dans un petit appartement dans une autre ville. Mais une fois le choc du deuil passé, elle a réalisé qu'elle avait agi dans la précipitation. Son quartier lui manquait, ses voisins aussi, et surtout, ce sentiment de sécurité que seul son ancien foyer pouvait lui offrir. Et ce genre de décision ne se limite pas à la vente d'un bien immobilier. De nombreuses personnes nouvellement veuves deviennent aussi des cibles faciles pour des escrocs ou des conseillers peu scrupuleux. Il peut s'agir d'offres d'investissement non sollicitées, de propositions de vente sous pression ou même de conseils mal informés venant d'amis proches. Si quelqu'un vous pousse à signer des papiers, à retirer de grosses sommes d'argent ou à investir dans quelque chose rapidement, prenez du recul. Les bonnes décisions financières ne se prennent jamais dans la précipitation. Un autre piège courant, donner de l'argent trop tôt. Le chagrin s'accompagne souvent d'un élan de générosité envers les enfants, les petits-enfants, des associations ou des amis proches. Et bien que cela parte d'une belle intention, faire des dons importants ou répartir ses biens trop tôt peut vous mettre dans une position délicate pour l'avenir. Ce qui semble raisonnable aujourd'hui peut ne plus l'être dans quelques années. Avant de prendre des décisions importantes, il est toujours préférable de consulter un professionnel de confiance qui comprend vos besoins à long terme et peut vous aider à faire des choix réfléchis. On recommande souvent la règle du 1 an. Attendre au moins 1 an après la perte d'un conjoint avant de prendre toute décision financière irréversible. Cela vous laisse le temps de laisser passer le choc émotionnel et de réfléchir plus sereinement à ce qui est réellement bon pour vous. La perte d'un conjoint est déjà l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. Il serait dommage d'y ajouter un stress financier évitable. Prenez votre temps, entourez-vous de conseils fiables et rappelez-vous que vous n'avez aucune urgence. Les meilleures décisions se prennent avec clarté, pas sous l'emprise du chagrin. Erreur numéro 2,
s'isoler de ses proches. Après la perte d'un conjoint, il est tout à fait naturel de vouloir rester seul. Le deuil est une épreuve profondément intime, et parfois, la solitude semble être le seul moyen de faire face à la douleur. Prendre du temps pour soi est important, bien sûr, mais couper complètement les ponts avec ses amis et sa famille peut accentuer le sentiment de vide et rendre la guérison encore plus difficile. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de l'isolement en se disant qu'elles ont juste besoin de plus de temps. Mais la vérité, c'est que l'isolement peut très vite devenir une habitude. Et une fois que ce mode de vie s'installe, il peut être difficile d'en sortir. Le lien humain joue un rôle essentiel dans notre bien-être émotionnel, surtout après une perte. Lorsque l'on s'éloigne trop longtemps des autres, cela peut aggraver la tristesse, l'anxiété, et même avoir un impact sur la santé physique. De nombreuses études ont montré que l'isolement prolongé affaiblit le système immunitaire, augmente la tension artérielle, et peut même raccourcir l'espérance de vie. À l'inverse, rester connecté, même par de petits gestes, peut alléger le fardeau émotionnel et apporter un sentiment de soutien bienvenu. Prenons l'exemple de Paul, 78 ans. Après le décès de son épouse, avec qui il avait partagé 52 ans de vie, il a cessé de répondre au téléphone, a évité les repas en famille et ne sortait presque plus. Il se disait que personne ne comprendrait vraiment sa peine, que parler ne servirait à rien et que rester seul était plus simple. Mais au fil des mois, il se sentait de plus en plus vide. Ses journées se ressemblaient, son énergie diminuait, et même son appétit changeait. Jusqu'au jour où une voisine l'a invité pour un simple café. Ce petit moment de partage s'est transformé en habitude hebdomadaire, puis en petit rendez-vous avec d'autres amis. Peu à peu, il a retrouvé une forme de légèreté, non pas parce que sa douleur avait disparu, mais parce qu'il s'est rappelé qu'il n'était pas seul. L'objectif n'est pas de se forcer à sortir ou à participer à de grands événements si vous ne vous en sentez pas capable. Il s'agit simplement de faire de petits pas vers l'extérieur, répondre à un appel, accepter une promenade, rejoindre un groupe de soutien. Ces petites actions suffisent souvent à briser le mur de la solitude. Et même si vous n'avez pas envie de parler, être simplement en présence d'autres personnes, écouter, partager un silence, cela peut déjà vous rappeler que la vie continue et que le soutien existe. Il arrive aussi que par douleur, on repousse ceux qui veulent sincèrement aider. Le deuil peut rendre irritable, fatigué ou convaincu que personne ne peut comprendre. Mais rejeter complètement l'aide des autres peut créer une distance difficile à combler. Vos proches n'auront peut-être pas toujours les bons mots, mais leur simple présence peut faire une réelle différence. Leur ouvrir une petite porte, doucement, peut offrir plus de réconfort que vous ne l'imaginez. Et n'oubliez pas, chercher du soutien auprès de personnes qui ont vécu la même chose peut être extrêmement bénéfique. Que ce soit dans un groupe de parole, une association locale ou même en ligne, parler à des gens qui comprennent votre douleur peut vous rassurer, valider vos émotions et vous aider à vous sentir moins seul. Le deuil n'a pas de calendrier. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de traverser cette épreuve. Mais l'isolement total ne fait qu'alourdir le chemin. Retrouver le contact avec les autres, à votre rythme, peut vous apporter un peu de force, de chaleur humaine, et même, avec le temps, des moments de joie inattendus. Erreur numéro 3, négliger sa propre santé et son bien-être. Lorsqu'on perd son conjoint, il est fréquent de se laisser complètement submerger par le chagrin, au point d'oublier sa propre santé. Beaucoup de personnes arrêtent de prendre soin d'elles sans même s'en rendre compte. Elles sautent des repas, repoussent leurs rendez-vous médicaux, abandonnent leur routine. Parfois, c'est la fatigue. D'autres fois, c'est la culpabilité, comme si s'occuper de soi-même diminuait en quelque sorte l'amour ou la peine ressentie. Pourtant, se négliger ne rend pas hommage à la personne disparue. Cela rend simplement le chemin du deuil encore plus difficile. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le deuil affecte aussi le corps. Des études ont montré que la perte d'un conjoint augmente le risque de troubles cardiaques, d'affaiblissement du système immunitaire et même de déclin cognitif. Le stress peut provoquer de l'hypertension, des troubles du sommeil et perturber l'appétit. Certaines personnes perdent complètement l'envie de manger, tandis que d'autres se réfugient dans des aliments trop sucrés ou transformés. Sur la durée,
Ces habitudes fragilisent encore plus notre corps et notre esprit. Mais il ne s'agit pas de se forcer à retrouver la forme du jour au lendemain. Il suffit de prendre de petites décisions chaque jour, qui permettent au corps de rester solide, même en traversant la tempête. Prenons l'exemple de Jacques, 81 ans. Après la mort de son épouse, il a arrêté de cuisiner. Il disait ne plus avoir faim, et quand il mangeait, c'était souvent quelque chose de rapide et peu nutritif. Quelques mois plus tard, il se sentait plus faible, avait du mal à dormir et manquait d'énergie. Sa fille a remarqué le changement et l'a doucement encouragé à reprendre des repas plus réguliers, même légers. Petit à petit, Jacques a recommencé à manger équilibré, à boire plus d'eau, et il a vite senti la différence. Plus d'énergie, un meilleur moral et une meilleure capacité à faire face à son chagrin. Prendre soin de soi ne se limite pas à l'alimentation. Cela inclut aussi le sommeil, le mouvement et la santé mentale. Beaucoup de veufs et veuves arrêtent toute activité physique, non pas par manque d'envie, mais parce qu'ils n'ont plus quelqu'un avec qui le faire. Pourtant, marcher un peu chaque jour, s'aérer, bouger, peut réellement aider à soulager le stress, améliorer l'humeur et renforcer la santé. Rejoindre un petit groupe de marche ou une activité douce peut apporter du bien-être physique et un précieux lien social. Un autre oubli fréquent, les rendez-vous médicaux. De nombreuses personnes en deuil repoussent leur visite chez le médecin ou arrêtent de suivre leur traitement simplement par lassitude. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que prendre soin de sa santé devient essentiel. Si cela fait longtemps que vous n'avez pas vu votre médecin, prenez rendez-vous. Un simple contrôle peut faire toute la différence pour vous aider à rester en forme et à mieux traverser cette période. Et surtout, n'oubliez pas votre santé mentale. Le deuil peut entraîner une dépression, de l'anxiété, un sentiment d'abandon. L'isolement peut accentuer tout cela. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parler avec un psychologue, rejoindre un groupe de soutien ou tout simplement confier vos émotions à un proche peut être un grand soulagement. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Votre conjoint aurait sans doute souhaité que vous preniez soin de vous. Honorer sa mémoire, ce n'est pas se laisser dépérir. C'est continuer à vivre avec dignité, avec douceur, et en cherchant à votre rythme des moments de paix et de force. Il est normal de pleurer, de se sentir vidé, de ressentir le poids de l'absence. Mais au milieu de tout cela, n'oubliez pas que votre santé compte. Vous êtes encore là, et votre bien-être mérite d'être protégé. Erreur numéro 4. Se précipiter dans une nouvelle relation. Perdre son conjoint laisse un vide émotionnel immense. Un vide qui, pour beaucoup, semble impossible à combler. L'un des aspects les plus douloureux du deuil, c'est la solitude qui s'installe, ce silence pesant dans la maison, ce manque de présence au quotidien. Et dans ces moments-là, l'idée de retrouver une forme de compagnie peut paraître comme une solution, un moyen de soulager la douleur. Mais l'une des erreurs les plus courantes après la perte d'un conjoint, c'est de se lancer trop vite dans une nouvelle relation, sans avoir pris le temps de vraiment traverser son chagrin. Le deuil crée un besoin profond de réconfort. C'est naturel. Mais prendre des décisions affectives importantes trop tôt peut entraîner de nouvelles souffrances, de la confusion, voire des regrets. Le deuil n'a pas de calendrier. Chacun guérit à son rythme. Certaines personnes attendent des années avant de songer à fréquenter quelqu'un à nouveau. D'autres pensent être prêtes bien plus tôt. Le problème, c'est que dans les premiers mois, les émotions sont encore brutes. Et dans cet état-là, on prend parfois des décisions non pas par envie sincère, mais pour fuir la douleur, combler un vide ou tenter de retrouver ce qui a été perdu. Prenons l'exemple de Monique, 72 ans. Quelques mois seulement après le décès de son mari, avec qui elle avait partagé près de 50 ans de vie, elle a rencontré un homme par l'intermédiaire d'une amie. Très vite, elle s'est laissée entraîner dans une relation. Au début, cela lui a fait du bien. Elle n'était plus seule, elle avait quelqu'un à qui parler, quelqu'un avec qui partager les repas. Cela lui changeait les idées. Mais au fil du temps, Monique s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête. La relation allait trop vite, elle se sentait dépassée, mal à l'aise. Elle a finalement mis un terme à cette histoire, mais avec le recul, elle aurait aimé se donner plus de temps avant de prendre une telle décision. Une nouvelle relation devrait être fondée sur une envie réelle, sur une connexion sincère, pas simplement sur le besoin de se sentir moins seul.
Quand on a passé des décennies avec une personne, les habitudes, les souvenirs et les gestes du quotidien sont profondément ancrés. Se lancer trop tôt dans une autre histoire peut mener à des comparaisons injustes, à des attentes irréalistes, et parfois même à une forme de culpabilité. Certaines personnes ont l'impression de trahir leur conjoint disparu. Ces sentiments sont normaux, mais ils doivent être accueillis et compris avant de construire quoi que ce soit de nouveau. Un autre risque à ne pas négliger, c'est la vulnérabilité face aux mauvaises intentions. Malheureusement, certaines personnes profitent des veufs et veuves fragilisés par le chagrin. Elles se montrent aimantes, attentionnées. Mais dans l'ombre, leur but est parfois tout autre, obtenir de l'argent, de l'héritage ou un contrôle émotionnel. Ce genre de personnes repère les failles, les besoins affectifs et s'en sert pour manipuler. C'est pourquoi il est essentiel de faire confiance à votre instinct, de prendre votre temps et surtout, de ne jamais céder à la pression. Si quelqu'un vous pousse à aller trop vite, à vous éloigner de vos proches ou à prendre des décisions financières précipitées, ce sont des signes d'alerte à ne jamais ignorer. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'amour ou à la tendresse pour toujours. Bien au contraire. De nombreuses personnes retrouvent une belle relation plus tard dans la vie. Mais les histoires les plus solides naissent quand on est réellement prêt, quand la décision vient d'un lieu de guérison et non d'un besoin urgent de combler un manque. Prenez le temps de vous retrouver, de réapprendre à vivre seul, de guérir à votre manière. Et si, un jour, vous choisissez d'aimer à nouveau, que ce soit parce que vous êtes prêt, que vous savez ce que vous cherchez et que cette nouvelle relation vous fait du bien. Avancez à votre rythme. N'écoutez pas les jugements ou les pressions extérieures. Que l'on vous dise que c'est trop tôt ou que vous devriez refaire votre vie, le seul avis qui compte, c'est le vôtre. Au final, le deuil et la guérison sont des chemins profondément personnels. Il n'y a pas de règles, pas de délai imposé. L'essentiel, c'est de prendre soin de vous. Et si un jour vous ouvrez votre cœur à nouveau, que ce soit sur une base saine, libre et apaisée. Erreur numéro 5, conservez tous les objets sans jamais rien laisser partir. L'un des gestes les plus douloureux après la perte d'un conjoint, c'est de devoir décider quoi faire de ses affaires. Chaque vêtement, chaque livre, chaque objet du quotidien est chargé de souvenirs. Et l'idée même de s'en séparer peut donner l'impression de le ou la perdre une seconde fois. C'est pour cette raison que beaucoup de veufs et de veuves gardent tout, exactement comme c'était. Par peur d'oublier. Par peur d'effacer les traces d'une vie partagée. Mais bien que ce soit totalement compréhensible de vouloir préserver ses repères, garder absolument tout, indéfiniment peut alourdir le deuil, plutôt que de l'apaiser. Cela peut transformer la maison en un lieu figé dans le passé, un sanctuaire de tristesse, au lieu d'un espace de réconfort et de souvenirs vivants. Il ne s'agit pas de tout jeter, bien sûr. Il est normal, sain même, de garder certains objets chers, mais laisser tout intact pendant des années. Le fauteuil préféré, les chaussures près de la porte, les vêtements dans l'armoire, peut aussi empêcher d'ouvrir une nouvelle page. Prenons l'exemple de Gérard, 76 ans. Après avoir perdu son épouse avec qui il avait partagé 55 ans de vie, il a laissé la maison exactement comme elle l'avait laissée. Ses chaussures, son parfum sur la coiffeuse, ses livres, tout était resté à sa place. Au début, cela lui faisait du bien, comme si elle était encore là. Mais au fil des mois, il a commencé à se sentir prisonnier. Chaque objet qu'il croisait lui rappelait non seulement son absence, mais l'impossibilité d'aller de l'avant. Un jour, il a décidé de faire un premier tri. Il a gardé ses objets les plus précieux. Une broche, une lettre, une photo, et il a donné le reste à des personnes qui en avaient besoin. Ce n'était pas un oubli. C'était un geste d'amour pour elle, mais aussi pour lui-même. Laisser partir ne signifie pas oublier ou aimer moins. Cela signifie simplement faire de la place pour respirer, pour vivre. Vous n'avez pas à tout changer d'un seul coup. Allez à votre rythme. Commencez par sélectionner quelques souvenirs essentiels, une bague, une carte, un objet qui vous parle. Créez un petit coin mémoire, un endroit intime. Puis, quand vous vous sentez prêt, triez doucement. Demandez-vous, est-ce que cela m'aide à me souvenir? Ou est-ce que cela m'empêche d'avancer? Une erreur fréquente est aussi de se sentir pressé par l'entourage. Des proches bien intentionnés peuvent vous dire « Tu devrais vider le placard, tu devrais tout donner », mais ce genre de décision ne devrait jamais venir des autres. C'est à vous de choisir. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas grave.
Ce n'est pas une course. L'important, c'est d'être honnête avec vous-même. Est-ce que je garde ces objets par amour ou par culpabilité? Est-ce qu'ils m'apaisent ou me retiennent? Il existe aussi un juste milieu. Transformer au lieu de jeter, certains trouvent du réconfort en recyclant les souvenirs. Par exemple, faire un coussin avec une chemise, créer un album avec de vieilles lettres, ou offrir un bijou à un petit enfant. Ainsi, la présence de l'être aimé continue de vivre à travers des objets rechargés d'émotions et de sens plutôt qu'immobiles. Au fond, le deuil ne se vit pas dans les choses matérielles. Il se vit dans l'amour que vous portez, dans les souvenirs que vous chérissez, dans ce que vous continuez à construire en leur mémoire. Aucun objet ne peut remplacer une personne, mais garder tout ce qu'elle possédait ne la fera pas revenir. En revanche, apprendre à laisser partir avec douceur, à conserver l'essentiel, c'est une manière de préserver l'amour tout en laissant une place à la vie. Avancer ne veut pas dire s'éloigner. Cela veut dire continuer d'aimer, autrement, avec paix et avec tendresse. Réflexion finale. Perdre un conjoint est l'une des épreuves les plus profondes et les plus bouleversantes de la vie. Cela transforme tout. La façon dont vous vivez, dont vous pensez, et même la façon dont vous imaginez l'avenir. Mais au cœur du chagrin, il est essentiel de se rappeler que chaque décision que vous prenez dans cette période fragile peut soit vous aider à avancer, soit vous freiner dans votre guérison. Dire non à certaines choses, comme prendre des décisions financières trop rapidement, s'isoler, négliger sa santé, se précipiter dans une nouvelle relation, ou conserver tous les objets du passé sans jamais en laisser partir, peut faire toute la différence. Ce ne sont pas des choix faciles, mais ce sont des choix qui vous protègent, qui vous offrent un espace pour respirer, réfléchir et reconstruire petit à petit une vie dans laquelle vous pouvez encore trouver du sens et de la sérénité. Le deuil n'a pas de calendrier. Il n'y a pas une seule bonne façon de traverser cette période. Mais ce qui est sûr, c'est que éviter certaines erreurs peut vous aider à préserver votre paix intérieure et à prendre soin de votre avenir. Guérir ne veut pas dire oublier. Et avancer ne signifie pas laisser votre époux ou épouse derrière vous. Cela signifie honorer sa mémoire en continuant à vivre, en trouvant de la douceur, du réconfort et même de la joie dans les instants que la vie vous offre encore. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous a le plus parlé aujourd'hui. Quelles paroles vous ont touché? Quelle prise de conscience souhaitez-vous appliquer dans votre propre cheminement?